Pour poursuivre le dossier de la lutte à la pauvreté, je rencontre 3 organismes bien différents. Commençons avec Action Famille de Sainte-Martine. Oui, bonjour, je m'appelle Sylvie Adams. Je suis coordonnatrice ici à Action Famille, organisme famille qui est ici depuis 2009, assez jeune pour un organisme communautaire, subventionné par le ministère de la Famille seulement depuis 2011 et soutenu par Centraide Sud-Ouest du Québec, la Caisse de l'Ouest de la Montérégie et d'autres partenaires comme les municipalités qu'on dessert, Sainte-Martine et Saint-Urbain-Premier. Et par d'innombrables soupers spaghettis et bingo et activités du genre là, pour trouver un peu plus de financement. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Ouais, c'est quoi notre mission? Bien, essentiellement, c'est d'écouter, soutenir et de référer les personnes en situation de vulnérabilité. Donc, problème économique, problème de trouver une ressource pour une difficulté précise. Nous, on les accueille. On l'accueille via notre friperie, via une cuisine collective. C'est une activité qu'on offre aussi, qui est très populaire. Via la Joujoutech ou encore via des services qu'on offre de soutien aux parents, comme Maman Conseil, un projet qu'on a depuis 1 an qui permet à des familles de recevoir à domicile, gratuitement et confidentiellement, une aide, une espèce de super nanny qui vient accompagner les familles devant des difficultés là, du quotidien. Et souvent, on va référer vers des ressources spécialisées, que ce soit le CLSC pour la santé ou une aide psychologique. On va aller aussi vers des ressources du milieu communautaire. Sainte-Martine, ça s'est développé. Si on est passé d'une population de 2500 il y a 10 ans, 5000 maintenant, aujourd'hui en 2016. Donc, une nouvelle population. Mais en fait, il y avait aussi un organisme à l'époque qui a été fondé en 2003. De 2003 à 2008, on appelait notre organisme une initiative 1, 2, 3, Go, qui était un organisme qui visait la mobilisation de différents acteurs autour du bien-être des tout-petits de 0-5 ans. Donc, on favorisait l'insertion de garderies, d'un parc dans la région de Saint-Urbain. C'est des choses qui ont été un exemple de ce qui a été fait. Donc, à ce moment-là, c'était un organisme dédié à la petite enfance. Pour une perte de financement, à ce moment-là, on est en 2007-2008, difficultés financières, et le conseil d'administration de l'époque s'assoit pour regarder les besoins qui sont actuels, là, rendus en 2008-2009. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on soutient encore cet organisme-là? Est-ce qu'on le réévalue? Est-ce qu'on revoit la mission? Et c'est ce qui a été fait. En fait, on est passé du 0-5 ans à du 0-100 ans. Et là, on est devenu vraiment une maison de la famille pour accueillir toute personne en situation de recherche d'aide. Parfois, on cherche un milieu de garde, on est nouvelle dans la région, on ne sait pas les ressources qui sont disponibles. Parfois, c'est plus grave. Parfois, c'est une recherche parce qu'on est victime de violence, parce qu'on a besoin de nourriture, parce que notre propriétaire veut nous faire sortir de notre logement, puis là, on est démunis devant la situation. Fait qu'on tente avec d'autres partenaires, d'autres groupes communautaires, avec le CLSC, avec les services en place du côté de Châteauguay ou parfois du côté de Beauharnois jusqu'à Valleyfield. On essaie de voir comment ces gens-là peuvent être accompagnés dans leurs difficultés. Justement, quand on parle de pauvreté ou de peut-être pas jusque-là, mais d'instabilité financière, on passe souvent des grands centres. On est rendu là, on n'est pas épargné. Sainte-Martine n'est pas épargnée. Ce matin, j'étais avec des collègues du comité de la Guignolée de Sainte-Martine et on était sous le choc devant les chiffres qui ressortaient, devant la quantité de demandes d'aide alimentaire. On n'est vraiment pas épargné. On est vraiment inquiet, je le dis comme ça, là, on est vraiment inquiet devant la hausse des demandes d'aide pour avoir de la nourriture dans Sainte-Martine. Alors, on voit des chiffres qui disent qu'en 2 ans, je compare mes chiffres de cette année par mois, mes demandes de dépannage alimentaire versus l'an passé, c'est du kit au double. Si j'ai eu 20 demandes au mois de février en 2015, c'est 40 demandes cette année que j'ai pu avoir. Donc, on est un peu étonnés et préoccupés.
Sainte-Martine, je le disais tantôt, ça s'est développé. On a eu la chance d'avoir de nouvelles résidences, ça s'est construit, des nouvelles familles sont arrivées ici, mais la réalité les rattrape. Le problème de transport, quand on est en région comme la nôtre, ça peut devenir compliqué. Ça nécessite une voiture en bon état, parfois ça nécessite 2 voitures. Vivre à Sainte-Martine sans voiture, c'est complexe. Se rendre à un rendez-vous médical à 2h15 l'après-midi, c'est complexe parce qu'il n'y en a pas. Je dis il n'y en a pas. Il y a de plus en plus des services d'appoint. Je pense à Taxibus, qui vient vraiment changer les données, là, puis qui nous aide beaucoup. Mais pour se rendre à Châteauguay, ça peut coûter 20 $ aller-retour. Alors, si j'ai le 20 $, ça va. Mais si je ne l'ai pas, ça veut peut-être dire que qu'un rendez-vous chez le médecin, qu'un rendez-vous pour un vaccin pour un membre de la famille, c'est peut-être qu'on ne pourra pas, on ne sera pas en mesure d'y aller, de se rendre, de payer ça. Donc, on est, vous le disiez tantôt, Sainte-Martine, on n'est pas épargné. Un loyer à Sainte-Martine est le même prix qu'à Châteauguay. On a aussi beaucoup de nouvelles constructions. Donc, une nouvelle construction, sous des allures de condo, un 4,5, ça peut me coûter 700 $. C'est considérable. Alors, si on pense que de venir en région, parfois, on va économiser sur le coût du loyer, c'est plus ou moins vrai. Il y a plein de choses qui se développent qu'on ne voyait pas il y a 10 ans. Des maisons qui sont transformées pour devenir des maisons où il y a 5-6 chambres à l'intérieur de la maison. De l'extérieur, on ne le voit pas, mais le propriétaire transforme sa maison à l'intérieur et ça lui permet de louer à 5-6 personnes pour une chambre à un coût de 400-450 $. Là, on parle d'une chambre où on n'a pas nécessairement accès au salon. On doit s'organiser dans une seule pièce. Donc, des réalités de vie là, qui ne sont pas si joyeuses que ça. On n'a pas accès à beaucoup de services quand on est à Sainte-Martine. On n'a pas, la même panoplie d'entreprises ou de supermarchés. Donc, se trouver du travail, ça peut être difficile. Faire son épicerie, ça peut nous coûter un peu plus cher que si on habite dans une région où on a plus de choix. Il y a moins de concurrence ici, donc on essaie d'instaurer des services comme Bonne Boîte, Bonne Bouffe. C'est un des projets qu'on a et qui nous tient à cœur. On est un point de chute pour un groupe d'achat collectif de fruits et légumes. Ça peut faire la différence. On a une 50aine de gens qui participent à ça, qui aux 2 semaines viennent acheter leur panier de fruits et légumes. On est fiers de ce projet-là parce que ça contribue un peu là, à aider les familles en difficulté. Bien, je dis les familles en difficulté, puis je suis la première, j'y vais depuis 4-5 ans. C'est pour en avoir pour son argent, finalement. Tu sais. Ouais, donc, les travailleurs aussi ont accès à ce service-là, puis ça leur est bien utile. Parce que ça, c'est une chose, j'avais déjà parlé avec d'autres mondes. Tu sais, ici, vous avez une friperie ou accès, mais tu sais, c'est pas nécessairement d'avoir des problèmes financiers qui fait qu'on peut venir utiliser, puis ça vient vous aider aussi par la banque. Les temps sont durs. On en a moins pour notre argent. Le coût des denrées a explosé. La farine, les céréales, la viande, les fruits et les légumes, il n'y a pas grand-chose à l'épicerie qui a été épargné. On a vu des prix doubler. Il n'y a pas grand salaire ou revenu qui a doublé. Là, hein? Fait que nos revenus, ils augmentent quand on est chanceux de 1 ou 2 %. Ça, c'est s'il n'y a pas de pépins dans la famille, s'il n'y a pas de maladie, s'il n'y a pas Donc, il y a beaucoup de difficultés. Tu sais, on disait tantôt, on parlait du coût des loyers. Les loyers ont augmenté. Le prix des denrées, c'est incroyable ce qui s'est passé. Hein? Les céréales, faire un lunch, la viande, les fruits, les légumes, tous les produits de base ont vraiment, on pourrait lancer des chiffres, mais ça a vraiment augmenté considérant le revenu des familles qui, lui, n'a pas augmenté. Donc, c'est inévitable. Je regarde la croissance des demandes que j'ai de paniers pour du dépannage alimentaire. Je vous disais que ça a doublé en 1 an. Bien, c'est en lien direct avec le coût des aliments. Il y a l'essence, il y a plein de choses et les salaires ne suivent pas.
Non, effectivement, la classe moyenne vit ça difficilement. Et on aide de plus en plus des travailleurs. Un dépannage alimentaire, c'est vrai que quand j'ai commencé à en faire, c'était majoritairement des gens bénéficiaires de l'aide sociale. C'est plus la réalité maintenant. C'est des gens qui travaillent, peut-être au salaire minimum, ou encore avec les problèmes d'endettement, des gens qui vivent une situation difficile. Madame travaillait, madame ne travaille plus pour X raison, monsieur tombe malade, les revenus changent, et là, on est pris avec un taux d'endettement important. Donc, on est ouvert aussi, on est devant des familles où ils ne répondent pas aux critères qu'on avait peut-être il y a quelques années, mais c'est clair que ces gens-là aussi sont auprès. Les gens qui travaillent au salaire minimum, on n'y arrive pas. C'est difficile. Oui, la pauvreté, elle a changé de visage beaucoup. Parce que, bon, il y a eu les audiences là, pour le troisième plan, la lutte à la pauvreté. Là, on est rendu au troisième plan. Je ne sais pas combien de plans ça va prendre. Puis la loi 70 là, qui plane, là, on est dans une espèce de flou. C'est comme un peu en attente. Mais est-ce qu'il y a un stress qui arrive de ça, de dire qu'est-ce qui va s'implanter? Puis comment qu'on peut lutter efficacement, tu sais, contre la pauvreté? C'est Ce qui est difficile aussi, c'est qu'on est plus en plus, on devient, ça individualise, hein? On a de la misère à, on observe à côté, on a des jugements sur des gens, on se dit, ben pourquoi cette personne-là bénéficie de votre aide chez Action Famille quand j'ai vu telle ou telle chose? Le problème, il est vaste et il est dramatique et je pense, puis je le dis souvent aux personnes qu'on aide ici, il faut sensibiliser des gens qui ont du pouvoir. Ça veut dire que nos élus qui prennent des décisions, que ce soit au niveau municipal, à tous les paliers, il faut qu'il y ait une conscientisation de la difficulté des gens. Et nous, de notre côté, les gens à la base, on doit être solidaires dans cette difficulté-là. Ça semble pas être un problème passager, hein? Alors, il faut vraiment trouver ensemble des moyens d'être solidaires à la base pour faire en sorte d'être devant. Parce qu'il y en a des sous et il y en a de la nourriture. Tu sais, on manque pas de blé ou de maïs ou de farine. Au contraire, il y en a peut-être trop de maïs. Mais il y a donc une quantité incroyable de nourriture et de l'argent, il y en a aussi quelque part. OK? Parce qu'il y a des choix qui sont faits. Il y a l'argent qui est amené ailleurs que dans les poches où elle est amenée loin des projets qui pourraient aider les personnes en difficulté. Le milieu communautaire n'est pas le milieu le plus subventionné et c'est un milieu qui hérite de beaucoup de personnes en difficulté. On ne va pas se lancer, là, je ne veux pas faire trop de politique aujourd'hui avec vous, mais c'est clair que quand notre CLSC, notre point de chute de CLSC à Sainte-Martine a quitté pour être, on parlait de centralisation tantôt, pour aboutir à Châteauguay, c'est des services qu'on a perdus. Je ne vous dis pas qu'on n'en a plus. Il y a encore des actions, puis des gens, des infirmières, des travailleurs sociaux qui tentent, mais ils ont un plus grand bassin de population. Et il y a du kilométrage et il y a des sous rattachés à ça. Donc, on les sent moins, on les voit moins dans notre région. Ça fait qu'il y a des gens en difficulté qui aboutissent chez Action Famille. Et on n'est pas nécessairement équipé pour accueillir des gens avec des difficultés de toxicomanie ou des problèmes de santé ou le fait qu'on n'ait pas de médecin nécessairement accessible, bien, on n'a pas de diagnostic. Donc, un simple diabète peut vite dégénérer. Le problème, il est très, très large. Et il va falloir que des gens qui ont du pouvoir, qui ont et que nos personnes en poste s'arrêtent et prennent des décisions pour la base. Parce que non, ça ne va pas bien. Et ça ne va pas mieux à Sainte-Martine. J'en suis témoin. Parce que, bon, si vous l'avez dit, le communautaire, moi je le vois comme un peu le dernier filet, en fait, qui rattrape les gens. Puis dans les dernières années, il y a eu des coupures, le financement plus difficile. Est-ce que ça vous fait peur? Aussi, on n'est pas coupé, parce que c'est vrai que je ne vous dirais pas que le ministère de la Famille a coupé ma subvention. Ça serait vous mentir. Sauf que notre montant, notre enveloppe, elle est la même. On est en 2016 et c'est ce qu'on a eu en 2011. Et bon,
Mais tout le reste a augmenté. Et nous, on doit donner encore plus de services parce que ce qui a augmenté, on le disait tantôt, c'est la demande d'aide. On doit donner 2 fois plus. Et on est une très petite équipe aussi. T'sais. Donc, c'est d'offrir à plus de gens, c'est d'être à l'écoute de plus de personnes avec des problématiques plus grandes et plus graves. Je me rappelle d'une époque où on faisait des fêtes familiales, où on engageait un clown, où on était vraiment une petite maison de la famille en développement. Mais rapidement, quand on a pris le dépannage alimentaire, on s'est éloigné de l'aspect social pour arriver à des dossiers beaucoup plus prenants, beaucoup plus inquiétants. Donc, le financement ne suit pas la demande et c'est une des parties du problème. Parce que là, c'est ça, il y a comme une pression, parce que je sens beaucoup d'organismes qui vont vers l'économie sociale, essayer de s'autofinancer, mais dans la montagne d'organismes et de causes et de choses, à un moment donné, on paye déjà des impôts, ça devient dur aussi de dire quelle cause que tu sais, il y a une pression qui est mise. Les gens sont beaucoup sollicités. C'est ça. Oui, et on nous demande à nous d'être de plus en plus... on nous le demande, on se le demande, on doit être très créatif pour être présent au quotidien, 5 jours semaine, pour être capable de rejoindre les gens. On doit être créatif autant pour la clientèle qui a des besoins exigeants qu'avec les bailleurs de fonds, que ce soit les centres-aides ou les caisses ou les entreprises privées qu'on sollicite de plus en plus. Dans un petit bassin comme dans Sainte-Martine, quand les bons duels sont demandés, le IGA est sollicité par plusieurs groupes et on revient souvent à la charge, mais ça devient des collaborateurs. Mais oui, effectivement, on essaie de prendre des ententes avec eux. Plus petit, on a une petite friperie ici, puis oui, je vous cache pas que c'est une façon d'aller chercher un peu de sous pour consolider légèrement là, avec cette entrée-là, même si c'est des vêtements pour enfants et c'est des choses à 50 sous, $1, mais tout est analysé parce que on a besoin, chaque sou compte. Parce que là, tu sais, il y a comme moisson sud-ouest, toutes les moissons, ils vont commencer tranquillement à faire la récupération de la viande, ça, oui. Mais il n'y a pas de politique qui force vraiment. Ça, c'est du très beau cadeau, mais difficile à gérer. C'est un beau défi, la transformation là, des aliments qui nous est offert. C'est comme je disais tantôt, effectivement, notre IGA Famille Roy à Sainte-Martine nous a offert, mais on est en réflexion, discussion, là, c'est pas final tout ce dossier-là, mais on aimerait ça accueillir les denrées qui pourraient être jetées. On pourrait les transformer, les cuisiner et les offrir, que ce soit dans nos cuisines collectives, dans les popotes. Il y a plein de beaux projets. Mais ça nécessite une gestion. C'est de l'alimentaire, hein? C'est du périssable. Ça veut dire que du transport jusqu'à la cuisson, il faut agir on devient des professionnels là, parce que il faut que ça ait des températures adéquates. Il faut être équipé de congélateurs. Tu sais, un problème d'espace, là, les gens ne vous voient pas, mais vous êtes entouré de canage là, puis de pâtes alimentaires. C'est dans mon bureau qu'on stocke pour l'instant là, la nourriture du dépannage. Donc, ça nécessite du pied carré. Quand tu as besoin de 3 congélateurs, même aujourd'hui, parfois, j'aurais envie de solliciter les producteurs de lait, de viande, de porc, de volaille, tout ça. Je suis rendue à cette étape-là où je devrais solliciter des fournisseurs importants, mais il faut que je sache les entreposer, que j'ai un lieu adéquat. Il ne faut pas que je me trompe. Et ensuite, il faut que je le cuisine. Ça demande des bras, ça demande des ressources humaines. Oui, on est rempli à Sainte-Martine de bénévoles formidables, mais encore faut-il avoir ça de façon récurrente. Là, tous les mardis, on se dit, on reçoit la nourriture et puis on cuisine. C'est un beau défi auquel on n'aura pas le choix que d'être à l'écoute, puis on ne veut pas le rater, le rendez-vous. Mais là, on a besoin d'être bien entouré. Puis c'est là qu'on cogne à la porte des municipalités. La municipalité de Sainte-Martine est très à l'écoute de ça, très soucieux, là, très compréhensif. Mais ils ont leurs limites aussi, tu sais. Hein? Ils la vivent aussi, la situation économique difficile.
prix des loyers ne cesse d'augmenter. Pourtant, les salaires ne suivent pas la même courbe. Je rencontre Stéphane Moreau du comité Logement Rive-Sud pour en apprendre plus sur le besoin d'accès aux logements sociaux. Donc, non, au comité Logement Rive-Sud, nous, on fait principalement la défense des droits des locataires, la mobilisation et également le développement de logements sociaux. Quand on parle de développement de logements sociaux, nous, on est un groupe de ressources techniques. Donc, on aide les petits groupes qui veulent démarrer un programme en OSBL en habitation. OK, fait que vous supportez, justement, c'est ça, qu'il y a du monde qui veut se mettre ensemble, des coops, des choses comme ça? Ou... Absolument, mais c'est sur le principe d'un organisme sans but lucratif. C'est géré par des locataires, mais c'est quand même supporté par la Fédération régionale des OSBL en habitation. Donc, les personnes ne sont pas laissées à eux-mêmes dans le processus. C'est-à-dire que nous, au comité logement, on participe à, je dirais, l'érection d'un immeuble. Hein, on va partir de zéro avec eux, à savoir, on part d'un besoin et on essaie d'arriver avec un résultat. Là. Puis souvent, c'est pas facile. Hein. On négocie toujours avec les municipalités pour essayer d'avoir, que ce soit des congés de taxes, un terrain qui est disponible. À ce moment-là, nous, on va essayer de leur faire comprendre les besoins en matière de logement et souvent par le biais des statistiques, exemple avec la liste des requérants. La liste des requérants qui est extrêmement longue. Donc, on peut arriver puis tout simplement aller les voir et dire, regardez, il y a un besoin dans votre municipalité, il y a un terrain qui nous intéresse, voici. Et ensuite, on part la machine un peu pour essayer de développer du logement là, avec eux. OK. Puis, dans le fond, une fois que, ben là, c'est pas nécessairement vous qui gérez ça, là, mais une fois que le building est là, qu'il y a une espèce d'OSBL, ça gère comment, dans le fond, il y a des locataires, mais est-ce qu'il y a d'autres mondes aussi qui aident un peu à... Oui, absolument. C'est pour ça que j'ai dit, ils sont supportés par la Fédération régionale des OSBL en habitation, qui, eux, sont là pour s'assurer que tout soit fait dans les règles de l'art. Hein. On est des locataires, on n'est pas nécessairement des experts dans tous les domaines. Donc, quand on parle des réunions, exemple les conseils d'administration, qu'on parle de la collecte des loyers ou justement le non-paiement de loyer ou les conflits entre locataires, bien à ce moment-là, c'est réglé la plupart du temps par la Fédération régionale des OSBL en habitation. Parce que c'est l'OSBL, en fait, ou la coop, ou peu importe, qui a l'hypothèque au nom de la Fédération. Ben, la Fédération, au nom de... Au nom de l'OSBL lui-même, okay, qui aurait été créé. Par exemple, si on crée un nouvel OSBL aujourd'hui qu'on appellerait les habitations Châteauguay, par exemple, ben à ce moment-là, c'est les habitations Châteauguay qui sont redevables. À savoir, l'hypothèque est au nom de les habitations Châteauguay. Et à ce moment-là, eux sont supportés à ce moment-là par la Fédération régionale. Je te répondrai par une phrase qui est devenue une petite phrase cliché un peu pour nous. Là. Donc, c'est une membre qui nous a dit ça lors de la Commission populaire itinérante sur le droit au logement. Est venue témoigner et elle expliquait pour elle le logement social, qu'est-ce que ça avait changé dans sa vie. Puis elle a dit, ça n'a pas changé ma vie, mais ça m'a aidé à mieux la vivre. Donc, on sait, les salaires sont bas, les revenus sont bas. Je veux dire, si on parle d'aide sociale versus le coût des loyers dans le privé, c'est sûr qu'une personne qui obtient un logement social qui lui permet de payer 25% de son revenu, à ce moment-là, bien, cette personne-là, elle a plus d'argent pour les produits d'hygiène, pour les médicaments, pour la nourriture, bien entendu, oui, effectivement, la nourriture, c'est quelque chose, là, parce que je sais que vous avez fait des rencontres avec les ressources en aide alimentaire, donc qui débordent de demandes. C'est la même chose, les listes pour les logements sociaux, les gens sont en attente, là, puis ils espèrent, ça l'appelle, ils vont dire, ben, je suis rendu où dans mon cheminement, dans ma demande, tu sais, à ce moment-là, pour savoir s'ils ont encore longtemps à attendre ou s'ils ont éventuellement une possibilité de payer moins cher le loyer pour mieux vivre.
La région, je dirais que ça va toujours avec le nombre de logements disponibles. Hein. Quand ça a été la crise du logement, il y avait un peu n'importe quoi là, qui était loué aux gens ici dans la région, qu'on parle d'un grenier ou d'un garage qui avait été transformé en logement à ce moment-là. Ben, les personnes, eux, qui avaient besoin de se loger, ben, ils allaient souvent vers ce qui est accessible. Donc, les prix étaient élevés. Les prix ont commencé à monter à cette époque-là également. Donc, la demande était très, très forte. À ce moment-là, on a vu vraiment des conditions d'habitation qui pouvaient être exécrables. Depuis, ça a changé. Ça a changé légèrement et l'offre s'est améliorée dans la région ici, à tout le moins. Cependant, il reste toujours des secteurs plus problématiques là, sur la Rive-Sud. Okay. Puis vous avez dit que vous travaillez beaucoup sur la salubrité. La salubrité des logements, c'est notre cheval de bataille un peu ici au comité logement. Nous, on a fait une enquête, ça a débuté de 2009 à 2011, concernant l'état des logements dans le Roussillon. Donc, les 11 municipalités du Roussillon ont été visitées. On a inspecté plus de 450 logements ont été inspectés à ce moment-là. Des rapports d'inspection, des photos ont été faites. Le but étant de découvrir un peu l'état des lieux dans la région et pouvoir faire un portrait ensuite aux élus municipaux puisque la responsabilité d'avoir une réglementation sur la qualité des logements, ben, elle revient aux municipalités. Donc, c'est la raison pour laquelle nous, on a voulu faire un portrait pour ensuite leur mettre un peu ça dans le visage et dire, ben voici, on a visité sur votre territoire, on a vu des problèmes. Maintenant, nous, on a des solutions. La solution, ça passe souvent par un code du logement là, dans la municipalité même, avec une réglementation. Parce que s'il n'y a pas de réglementation, les locataires, ils n'ont rien sur quoi s'appuyer. On ne va pas dire que le propriétaire est un propriétaire délinquant puisqu'il n'y a pas de règlement. Donc, c'est important qu'il y ait un règlement. Et très peu de municipalités ont fait un règlement là, sur l'insalubrité. Okay. Mais quand vous avez fait cette étude-là, est-ce que c'était pire que vous pensiez? Est-ce que les résultats sont... Non, c'est venu plus confirmer nos craintes. Nous, au comité logement, on recevait des plaintes des locataires. Donc, des appels, des gens qui se plaignaient justement de leurs conditions d'habitation. Est-ce que c'est normal? Le propriétaire dit que c'est un trouble normal, exemple. Puis il y avait vraiment une augmentation, je dirais, des appels. C'est la raison pourquoi on a procédé à cette enquête-là, à ce moment-là. Une des raisons, entre autres. Là. Puis la deuxième étant de convaincre les municipalités là, vraiment du besoin de réglementer le domaine. Dernière année, derniers mois, vous avez été quand même assez actif au niveau mobilisation. Vous êtes sorti souvent. C'était pourquoi cette mobilisation-là? Plusieurs aspects. Disons, pour nos demandes en ce qui a trait aux logements sociaux. Donc, il y a eu des coupes. Le gouvernement ici provincial, M. Couillard, nous fait nager dans l'austérité. Les locataires ne s'en sauvent pas. Donc, pour ce qui est de la distribution des logements sociaux, ici au Québec, c'était 3000 unités de disponibles par année qui était la norme, si on veut, même si c'était en bas des besoins. Les besoins sont énormes, mais quand même, le gouvernement précédent, le gouvernement péquiste, donnait 3000 logements, 3000 unités de logements disponibles pour qu'on puisse faire du logement social. Le ministre Couillard, M. Couillard, a baissé ça à 1500 logements. 1500 unités disponibles à la grandeur du Québec. Maintenant, c'est un peu le western, si on peut dire, c'est-à-dire les gens s'arrachent les unités disponibles, sont déjà partis la plupart, il y en a qui sont réservées, c'est pas facile. Il y a une partie, je ne peux pas dire le nombre exact, mais c'est des, on appelle ça des subventions, des PSL au privé, programme de supplément au loyer, qui sont accordés aux offices municipaux d'habitation qui, elles, à leur discrétion, peuvent installer un locataire dans un logement
X dans le privé, tout simplement, là, à un propriétaire privé, et lui permettre de payer seulement 25 % de son revenu à ce moment-là, grâce à la subvention au privé. Nous, c'est pas ce qu'on préconise. Nous, on préconise l'érection d'un immeuble qui va perdurer durant plusieurs années, plutôt que, puisqu'on sait que les gouvernements changent. Donc, une année, la personne va avoir une subvention, mais on ne sait jamais quand ils vont mettre fin à ce programme. Donc, c'est toujours précaire. Les personnes qui ont ça, qui se disent, bon, ben là, je me paye un loyer, ou peut-être des fois, ils s'en rendent même pas compte qu'ils pourraient peut-être la perdre, je sais pas. Absolument. Nous, notre travail, c'est un peu ça, de les sensibiliser pas au danger, mais à la précarité, effectivement, de la solution qui a été choisie par le gouvernement, là. À savoir, justement, les subventions privées plutôt que de subventionner des logements sociaux. Je dirais que les municipalités, maintenant, signifient plus que jamais des besoins en logements sociaux, justement, des besoins, parfois, c'est justement parce qu'ils ont besoin de densifier, donc ça peut faire leur affaire, mais d'un autre côté, ils connaissent les besoins de leur population également, et plusieurs appuient nos demandes à ce qu'il y ait plus d'unités disponibles. Pour les municipalités, là, ça a été appuyé par l'Union des municipalités du Québec. La demande qui a été faite auprès du gouvernement, à savoir qu'il y ait plus d'unités disponibles. Donc, le besoin est là. Le besoin est là. Il ne reste plus rien qu'à être en mesure de livrer la marchandise. Donc, nous, effectivement, ça peut être une opportunité pour nous, que les besoins sont là. Cependant, le gouvernement ne permet pas qu'il y ait assez d'unités. C'est un frein au développement. Absolument, des congés de taxes, des dons de terrain. Ça peut être ce qu'on appelle une contribution du milieu. Quand les groupes, un groupe qui est formé, qui décide qu'ils veulent faire du logement social, des logements sociaux, à ce moment-là, ils doivent avoir une contribution du milieu. Et cette contribution peut prendre la forme d'un congé de taxes ou le don d'un terrain. Exactement. Ils vont y aller selon la loi du marché. Et c'est un peu la jungle, la loi du marché. Je dirais en 2006, à Châteauguay, le prix moyen d'un logement était de 676 $. Donc, le loyer moyen. Mais là, on parle en 2006, là, on est rendu en 2015. Il faut quasiment ajouter un 5 $ par année là-dessus, donc ça, c'est un minimum. Donc, nous, parallèlement, on a toujours notre campagne contre les hausses de loyer. Quand on parle de campagne contre les hausses, c'est contre les hausses abusives, bien entendu. Tout ce qui est abusif. Donc, il y a des propriétaires qui font zéro entretien, qui haussent le loyer de façon substantielle. Donc, il y a souvent des ajustements qui doivent être faits à cause des taxes. Des ajustements également s'il y a eu des réparations majeures de fait à l'immeuble. À ce moment-là, ça lui permet de, justement, rentrer dans son argent, comme on dit, faire son profit. Mais ici, il est prouvé qu'on peut entretenir ces logements, hausser les loyers de façon raisonnable et faire un profit, parce que c'est quand même une business, comme on dit, l'immobilier. On peut quand même faire un profit et avoir des loyers qui sont maintenus à des niveaux acceptables. C'est-à-dire de ne pas le hausser de façon significative d'une année à l'autre. Ça, c'est une demande, c'est un autre de nos chevals de bataille. Depuis, je pense que c'était fin janvier, début février, là, le troisième plan, la lutte à la pauvreté, là, que le provincial a mis sur pied des rencontres. Est-ce que vous êtes optimiste? C'est quelque chose qui sort de ça? Ça tombe dans ta question.
sur notre mobilisation, justement, là, nous, je pourrais donner l'exemple, je ne sais pas si ça a un lien avec ta question, mais le projet de loi 70, exemple, qui vient appauvrir encore plus, qui viendrait appauvrir encore plus les gens s'il était mis en application. C'est-à-dire qu'on veut inciter les gens à prendre des mesures pour les aider à retourner au travail, mais est-ce que simplement ils vont avoir des emplois en bout de ligne? Nous, on considère que ça va venir encore plus appauvrir une partie de la population qui est vulnérable. Donc, si on parle de couper de moitié un chèque, c'est impensable. À ce moment-là, payer le loyer, c'est impossible. Tout simplement impossible. Puis là, nous, le territoire ici, vous êtes au courant, c'est en partie rurale. Les emplois sont plutôt rares. Donc, à ce moment-là, les gens vont être obligés d'accepter des MEC-jobs, qu'on appelle, des MEC-jobs dans des régions éloignées. Puis ça va être considéré comme un emploi adéquat, puisque c'est pas défini. Mais est-ce que vous avez des pistes de solutions, justement, si on passe la loi 70, mais comment qu'on peut efficacement faire la lutte à la pauvreté? Oui, absolument, il y a des pistes de solutions. Nous, on croit que ça passe par une redistribution plus équitable de la richesse. Là. Si on parle des profits des banques sont faramineux, on ne peut pas comparer ça là, avec les revenus des simples citoyens, là, qu'ils soient locataires ou propriétaires de sa maison. Là. Oui, la lutte à la pauvreté, selon moi, ça passe par une meilleure distribution de la richesse. Nous, on fait partie du FRAPRU, ici au Comité Logement Rive-Sud, et on est également, par la bande, si on veut, là, membre de la coalition Main Rouge. Donc, c'est ça, nous, on participe beaucoup aux actions de la coalition, entre autres, parce qu'on est contre l'austérité, on est pour une meilleure distribution de la richesse. On reste guerrier, je dirais que non, c'est parce que parfois on a des réponses positives. On sait qu'ils partagent souvent les mêmes préoccupations que nous. Comme je disais, un peu les municipalités qui elles, seraient intéressées parfois à avoir plus de logements sociaux sur leur territoire. Cependant, le gouvernement ne les rend pas disponibles, les unités. Donc, c'est un exemple là, Donc, l'épuisement, non. Pas de l'épuisement, mais cependant, on sait qu'on doit toujours continuer. On doit maintenir la pression. On doit leur rappeler les promesses électorales qu'ils ont faites, toujours. On doit parfois même aller manifester devant leur bureau pour leur rappeler. Puis c'est un peu notre travail, nous, de leur mettre dans le visage les besoins de la population, là, pour dire voici, vous aviez promis lorsque vous étiez en campagne, maintenant vous êtes élu, bien, tenez vos promesses. Là. Le taux d'analphabétisation est plutôt alarmant. Ce fléau affecte la société de façon importante, tant au plan social qu'au plan économique. Je rencontre Julie Normando pour en discuter. C'est ça, ça fait combien de temps vous êtes ici? Qu'est-ce qui vous a amené à travailler dans ce domaine-là? C'est quoi un peu votre background? Bien, dans le fond, ça fait 5 ans que je suis ici. Au début, c'est ça, j'étais sans emploi. Je suis allée sur une subvention salariale au comité d'entraide populaire quand on était au 18 boulevard Salaberry. Puis, à la suite de ça, j'ai été engagée. J'étais formatrice au départ, puis après, je suis devenue adjointe administrative. Puis là, mais depuis septembre, je suis à la direction là, du comité d'entraide populaire, qui est maintenant le Centre d'éducation populaire depuis le 29 février. Oui, bien, ça fait pas longtemps, on a fait changer de nom. OK, c'était... Avant, c'était le comité d'entraide populaire. Puis, c'est ça, on trouvait que ça ne cadrait pas vraiment avec notre réalité.
Puis, c'est ça, les gens nous appelaient puis nous disaient « Ah, ben j'ai des meubles à vous donner. » C'est ça, là, à un moment donné, on s'est dit, mais il faudrait se trouver un nom qui représente vraiment ce qu'on fait ici. Puis c'est pour ça qu'on a opté pour le Centre d'éducation populaire. On a fait une demande de lettre patente, ça a été accepté, on a reçu nos nouvelles lettres patentes. Donc depuis le 29 février, c'est le Centre d'éducation populaire du Grand Châteauguay. Bien, nous, dans le fond, ce qu'on fait, c'est de l'alphabétisation et du rattrapage scolaire pour adultes. Est-ce qu'il y a différents paliers? Mais dans le fond, au niveau de l'alphabétisation, mais plutôt de l'analphabétisme, c'est classé selon 5 niveaux. Okay? Niveau 1, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout capable de lire, d'écrire, il a besoin de l'aide des autres pour fonctionner. Okay? Niveau 2, c'est quelqu'un qui peut faire de la lecture très simple, vocabulaire très simple également, difficulté à remplir tout ce qui est documents, demande d'emploi, on les appelle les analphabètes fonctionnels. Ensuite, niveau 3, c'est quelqu'un qui est capable de fonctionner en société, mais qui a de la difficulté quand même à remplir certains documents, puis qui ne peut pas aller dans des lectures trop complexes. Et ensuite, il y a le niveau 4 et 5, qui là, ben, c'est des gens qui peuvent lire des documents scientifiques, qui ont quand même une bonne habileté là, à fonctionner en société, puis qui peuvent résoudre, dans le fond, des problèmes très complexes vis-à-vis de la lecture, le calcul et tout ça. Ouais. Et là, c'est ça, je ne sais pas si tu avais des statistiques dans la région. Ben, je sais qu'on a beaucoup sorti le chiffre de 55%. Il y avait des difficultés au Québec, là, mais ouais. C'est un chiffre qui a roulé beaucoup, là, je sais pas. Mais au niveau de la Montérégie, c'est des chiffres qui remontent à longtemps. Là. On parle d'environ 21% de personnes qui n'avaient pas de diplôme. Ça, c'est le chiffre que j'ai réussi à aller chercher. Mais si on parle au Québec en général, il y a 4,1% des gens qui n'ont même pas le niveau 1, okay, qui n'atteignent pas le niveau 1. Ensuite, il y a 14,9% qui sont au niveau 1, 34,3% au niveau 2, puis au niveau 3, 4 et 5, c'est 46,8%. Donc ça, c'est les chiffres que j'ai réussi à avoir, là. C'est quoi, mettons, une ou des causes qui amènent justement Simon, est-ce que c'est vraiment les ratés de l'école ou ouais? Non, pas du tout. Je vous dirais que concernant les gens, je vais plus me baser sur ce qu'on vit ici à l'intérieur de l'organisme. Les gens qui arrivent souvent, ils ont subi de l'intimidation à l'école. Il y a eu des gros problèmes au niveau familial. C'est plus des causes émotives. Ou des fois aussi des problèmes d'apprentissage. Ils n'ont pas eu le soutien voulu pour continuer à travers tout ça. Donc, c'est les causes principales qu'on voit ici au Centre d'éducation populaire. Ce serait plus comme du monde qui avait des problèmes de dyslexie, mais à l'époque, c'était pas nécessairement diagnostiqué ou connu. Oui, c'est ça. Mais c'est vraiment là... c'est pas simplement ça. C'est vraiment plus au niveau émotif. Ouais, des problèmes familiaux, des séparations, la séparation des parents, des problèmes d'argent. Il a fallu qu'ils aillent sur le marché du travail parce que quand même, au centre d'éducation, ce qu'on a ici comme clientèle, c'est des gens de 16 ans et plus qui sont plus qui sont plus à l'intérieur du système scolaire formel. Donc, on a des gens de 65 ans qui viennent suivre des cours en informatique. Il y en a même aussi d'une cinquantaine d'années qui ne savent pas du tout lire et écrire. Mais c'est assez varié dans le fond. C'est assez varié ce que vous pouvez faire aussi comme formation. Là. Vous prenez le monde qui vient ici, puis vous êtes capable de... Il ne faut pas que je fais du rattrapage scolaire, mais capable de vous adapter. Oui, c'est parce qu'on a différents ateliers. On a des ateliers d'alphabétisation, donc vraiment là on parle de l'alphabet, les sons, les syllabes, ça c'est vraiment la base. On a des cours de français intermédiaire, donc là on va commencer à rentrer dans les règles de grammaire. Et on a le français avancé qui prépare les gens pour aller passer l'examen d'équivalence du secondaire 5. Puis quand les gens arrivent ici, c'est, comment je pourrais dire, on leur dit pas, ben OK, vous suivez tel programme. C'est, ils arrivent, ils nous disent c'est quoi leurs besoins.
Puis nous, on construit un plan de match, dans le fond, selon leurs besoins. Puis ça fonctionne beaucoup mieux la plupart du temps quand... C'est une bonne méthode, là. Ouais, c'est ça. Au lieu d'avoir un moule fermé, ben oui, un peu comme le cadre scolaire, on va dire. Oui, parce que c'est pas tout le monde qui cadre dans ce moule-là. Donc c'est pour ça on a découvert qu'on avait beaucoup plus de résultats lorsqu'on se formait, dans le fond, aux besoins des gens qui viennent ici. Ouais. Et puis, ben, l'analphabétisme, dans le fond, est-ce que c'est quoi un peu les effets que ça amène chez les gens? Est-ce que ça amène, dans le fond, moins d'accès à des jobs, on va dire, de qualité, entre guillemets, mais je veux dire... Oui, bien, premièrement, souvent ce qui arrive, c'est une faible estime de soi. Tu sais, on s'entend que ne pas savoir lire et écrire, il y a beaucoup de gens qui développent des sentiments de honte par rapport à ça. Faible estime de soi, isolement. Les emplois qui peuvent se trouver, c'est des emplois à bas salaire, des emplois précaires. Puis il y a aussi une difficulté de... comment je pourrais dire? Tu sais, c'est ça, ils ont une accessibilité réduite à la formation continue et à la formation professionnelle. Dans le fond, c'est ça. Est-ce que ça amène aussi un côté isolement? Puis, dans le fond, est-ce que ça découle justement est-ce qu'ils sont plus précaires à être dans la pauvreté, dans les... Oui, ben oui, c'est ça. Puis on parle même, au niveau des personnes analphabètes, le taux de chômage est 2 à 4 fois plus élevé au Québec, là. Ben oui, il y a tellement de préjugés. Le préjugé que les personnes analphabètes ne sont pas intelligentes, c'est totalement faux, là. T'sais, on le voit ici, là, c'est des gens très intelligents qui viennent suivre les ateliers. Aussi, un autre préjugé, c'est que c'est les personnes âgées, les immigrants qui sont analphabètes. Ça, c'est complètement faux, là. T'sais, mettons, si je peux te sortir les chiffres au niveau des âges seulement, il y a 10% des gens analphabètes, on parle de niveau 1, là, qui sont entre 16 et 25 ans, 39% de 26 à 46 ans, puis 51% de 46 à 65 ans. Donc, ça n'a pas du tout rapport avec l'âge. Si je peux juste continuer, là, mettons, là, à ce qu'on disait, là, le préjugé par rapport aux personnes âgées puis aux immigrants. Là. Souvent, les immigrants qui arrivent ici, qui fréquentent le centre d'entraide populaire, c'est des immigrants qui ont des diplômes dans leur pays, là, qui ont des bacs, qui ont des maîtrises. T'sais, on ne peut pas parler d'analphabétisme. À ce niveau-là, il faut seulement qu'ils apprennent le français. C'est tout. Le pourcentage d'immigrants qui arrivent ici puis qui sont analphabètes dans leur langue est très faible. Parce que là, il y a tellement de coupures dans le communautaire. Est-ce que vous ressentez peut-être un peu pas une instabilité, mais une précarité là, dans le milieu, puis dire que si on veut réussir à lutter contre la pauvreté, mais là, il y a comme une pression qui est mise sur le système. Ah, mais c'est sûr qu'on la ressent, la pression, là. Nous, ici, juste l'année dernière, on a eu des subventions salariales. Ils ont été coupées. Regarde, la première... Il y a 2 ans, on avait droit à 3 subventions salariales par année, dont une de 2 ans. Puis là, maintenant, c'est une par année de 30 semaines. Donc, on le ressent, ça. Au niveau du programme d'aide et d'accompagnement social avec le Centre local d'emploi, les participants commencent, là, comment je pourrais dire, on sent que le programme va avoir une fin éventuellement aussi, là, donc ça, c'est des revenus de moins. Ça, on sent qu'il y a une pression, là. Ici, c'est quand même relativement stable. Mais par exemple, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui ont besoin d'aide. Avant, le ratio, mettons, en groupe d'âge, là, il y avait beaucoup plus de personnes, mettons, de 40 ans et plus qui demandaient de l'aide. Mais là, le pourcentage de jeunes qui sont ici augmente toujours de plus en plus.
Mais participez-vous un peu des fois, aux mobilisations communautaires, si vous avez des revendications? Bien, je pourrais te dire, ici, on est 2 employés. Donc, en fait, de ressources humaines, on est 2 pour arriver à maintenir le centre d'éducation populaire, donc on n'a pas vraiment le temps de sortir à l'extérieur. Ça, j'avoue, c'est plate pour ça, là. Parce qu'on a quand même une quinzaine de bénévoles. Il y a la bouquinerie au 2e étage qu'il faut gérer. On est un peu en manque de ressources humaines là, pour ça. Dans le fond, le Centre d'éducation populaire est un organisme d'économie sociale. C'est qu'il y a 4 ans, on a ouvert la bouquinerie au 2e étage pour pouvoir s'autofinancer. Parce que, dans le fond, on n'a pas des subventions à tout casser. Puis, c'est sûr que le gouvernement vise à un moment donné à ce qu'on devienne entièrement autonome, là. Mais c'est ça, on a ouvert la bouquinerie il y a 4 ans, puis ça va quand même relativement bien, là. C'est pas à tout casser non plus, là. Mais c'est ça, les gens nous apportent des livres, donc sous forme de dons. On n'achète absolument rien. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on nettoie les livres, on les regarde, on les répare s'il y a des petites réparations mineures à faire, on met un prix, puis on les met en vente. Puis c'est vraiment pas cher, là, les livres qu'on vend en haut, là. Puis on a une belle variété, puis on a des bénévoles, on a une employée qui est là à temps plein pour 30 semaines. Dans le fond, ici, comme je te disais tantôt, c'est qu'on fait de l'alphabétisation et du rattrapage scolaire. On a différents ateliers de français de différents niveaux. Alpha qui est niveau de base, intermédiaire et avancé. On prépare aussi, on aide les gens à se préparer pour le diplôme d'équivalence du secondaire 5 qu'on appelle le TENS ou le diplôme TDG, le test de développement général pour le secondaire 3. Aussi, on offre différents ateliers, des ateliers créatifs, des ateliers de mathématiques, des ateliers d'écriture. On a des ateliers à thème où on voit le budget, l'alimentation, des choses comme ça. Puis il y a des cours aussi qui sont payants, mais vraiment pour un faible coût, là. On a le cours d'informatique, débutant et intermédiaire, puis on a aussi le cours d'anglais, avec lequel on a de plus en plus de demandes. Et en fait, c'est les cours en gros qu'on offre ici, là. Puis on offre aussi le service d'écrivain de rue. Des fois, les gens, ils arrivent un document par la poste qu'ils doivent remplir, ils savent pas comment le remplir, ils comprennent pas les questions et tout. Donc, ils viennent nous voir, puis nous, on les aide à remplir ce document-là. Mais tu sais, c'est plus un budget au niveau mensuel, parce que j'y étais aussi avec le besoin de la clientèle. Tu sais, il y en avait qui disaient, ben moi, tu sais, rendu à la 3e semaine du mois, j'arrive pas, puis je sais pas comment faire pour faire en sorte d'avoir de l'argent jusqu'à la fin du mois. Donc ça, j'ai regardé ça, j'ai monté un atelier en fonction de ça. Hein. Donc, c'est, au lieu qu'à la 2e semaine du mois, quelqu'un ait recours aux banques alimentaires, ben ça peut réussir à subsister pendant un mois, là, des petites choses comme ça.